Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 14. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le market order flow, actuellement dans le neutral. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Alors le Bitcoin, moins 0,47, il remonte, il tente quand même. Donc le Bitcoin, bah voilà, il est en lévitation, hein, on va dire clairement et sans détour. Il est en lévitation. On a la Tenkan ici en support, donc on va dire que tant que les 20 240, on va être un peu plus précis, et 20 300 tiennent en soutien, c'est plus baissier. À court terme, hein, je dirais même à très court terme, en sens où tant qu'on reste sous la Kijun ici, on reste baissier. Il n'y a pas de hausse. Les gens qui me posent la question sur Twitter en me disant est-ce que le point bas est fait, est-ce qu'on est en train de monter, est-ce que c'est reparti pour la hausse, etc. Je ne peux pas donner de réponse à ce genre de questions. Pour la bonne raison, c'est que je suis pas Madame Irma. Le marché fait ce qu'il veut, il n'a pas besoin de mon opinion et il s'en fout. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on allait chercher un niveau extrême ici, extrême. On est allé chercher les 1,382 à 17 500. Donc, vous voyez que c'est un niveau qui est quand même très précis. On est en train de tenter quelque chose. D'un point de vue Ishimoku, la cassure de Tenkan, encore que c'est Tenkan qui soit descendu, mais même si on pense au support là, on va dire que c'est au-dessus, c'est un signal d'alerte. Ça veut dire que la tendance a un problème. C'est-à-dire que là, j'ai une tendance baissière et là, c'est une alerte sur la pérennité de ma tendance baissière. Mais vous voyez que ici, par exemple, on a fait de l'horizontale et voilà, on a replongé. Donc, on peut très bien avoir le même schéma ici, faire l'horizontale avant de replonger. Donc, c'est pas parce que on a cassé la Tenkan que youpla boum, c'est haussier. C'est pas le cas. Ok, augmentation du ratio, toujours des achats spot, c'est exactement ce qu'on veut voir, ça c'est juste formidable au niveau du CVD. Donc il y a de l'achat, on est toujours en train de shorter ce marché, on re-rentre entre guillemets dans un footing plutôt négatif. Au niveau de Binance, on est toujours en dessous d'une neutralité, pour moi les 0,2 où on est revenu sur notre neutralité. On peut pousser relativement fort, il n'y a aucun problème avec ça, on peut faire ce petit rallye court terme pour aller chercher potentiellement des targets de AB égale CD ou des épaules TT-pôles descendantes que je joue pas forcément, moi j'aime bien quand elles sont bien horizontales, on en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais aucun problème pour jouer le rebond et je pense qu'on pourrait éventuellement un petit peu dégraisser ces open terrestres qui sont majoritairement en vente à découvert puisque c'est normal que la majorité dans cette situation psychologique et émotionnelle extrêmement forte, dans cette peur ambiante sur les marchés, que ce soit traditionnel ou cryptoactif, qu'on ait plutôt tendance à shorter ce marché pour se refaire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la mentalité a switché. Et ça, on l'avait vu dans les précédents questionnaires ou des petites questions, notamment données à la communauté. Les 2/3 des membres, aujourd'hui, de la communauté YouTube des rois du Bitcoin, s'accordent à dire qu'on devra aller potentiellement sous les 15 000 $ avant de revoir potentiellement des nouveaux sommets. Alors, ça peut être dans les prochaines années, etc. Mais en somme, on s'accorde où on devra aller sur ces niveaux de prix. C'est exactement ce qu'il nous faut pour avoir des rebonds. Je ne dis pas qu'on n'ira pas, mais l'objectif n'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Et attention à celles et ceux qui ont raison trop tôt, bien évidemment. Maintenant, si on repasse cette Tenkan, parce que là, il ne sait pas trop dans quel sens il veut aller, si on repassait cette Tenkan donc à 20 310, on irait chercher le dernier point bas, qui correspond à 1,382, qui a été atteint absolument parfaitement. Et ensuite, on pourrait envisager les 1,618 à 14 780. Alors, le 14 000 et quelques, entre 14 et 15, c'est un target qui revient à peu près partout. Vous pouvez lire plein de choses, c'est le target qui est vu à peu près par tout le monde. Donc, je pense que ça devrait se faire. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais quand tout le monde le dit, ça se fait pas. Bon, ça c'est une théorie à la con, pour dire très simplement que je ne valide pas du tout. Techniquement parlant, oui, on peut aller chercher ce niveau-là. Comme j'ai dit, on peut même aller chercher les 11 470. Ça me choquerait pas. Mais déjà, voilà. Alors, allons chercher ça. Revenons sur le dernier point bas. On peut aussi faire un double bottom pour repartir à la hausse. Why not? Et si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on ira chercher sans doute les 14-15 000. Je me mets en mensuel. La tendance est haussière. Ok, la tendance est haussière, le creux à ne pas casser est ici, et on a largement de quoi faire. On peut largement range des mois et des mois pour laisser les gens partir, les faire vendre, instaurer le désespoir, comme on l'a fait ici, Et voilà, je pense que on aurait droit au moins à 4-5 bougies mensuelles où il se passe rien, comme ici, comme ici. Pour range, avant de repartir, faire une structure, un double bottom, ou quelque chose dans ce goût-là. Donc, faut être patient. Si vous avez une stratégie DCA, c'est très bien. Commencer à acheter ici, pourquoi pas.
On va faire un petit coup de news quand même, donc continuer sur le Fonda. Et là, vous voyez que l'Ukraine ordonne le retirement de Severodonetsk pour éviter l'encerclement. Donc il y avait un gros chaudron là au niveau de Severodonetsk et que donc du coup pour moi, en fait, c'est ici une grosse victoire pour la Russie, puisque je crois que Severodonetsk est dans le canton de Lugansk, donc ils ont récupéré en fait finalement tout le Donbass pour le moment. L'Ukraine qui sort de ce chaudron pour finalement se retirer un petit peu plus probablement vers Kiev. On va voir ici ce que ça donne, mais globalement ça donne quand même ici une victoire de guerre plus ou moins à la Russie. Mais avant de débuter les actualités du jour, je vous présente un bar du côté de Toulouse qui a commencé à accepter les paiements en crypto. En effet, le bar Le Bon Mélange, situé à Blagnac à côté de Toulouse, accepte désormais les paiements en crypto via l'application Lizzy. À savoir que pour le moment, ils acceptent uniquement Bitcoin, mais une vingtaine d'autres cryptos seront bientôt acceptés. Et les avantages que vous avez en payant en crypto sont dans un premier temps une réduction spéciale au bar, et prochainement viendra le cashback avec le token de l'application Lizzy. Et je précise qu'en septembre, ils vont organiser une soirée de célébration avec des surprises, des animations et également un NFT à gagner qui offrira des remises à vie. Et pour le moment, je n'ai pas encore la date de cette soirée, mais bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant. Et si vous êtes dans le coin de Toulouse et que vous passez dans ce bar, passez mon bonjour à Nathan, le gérant du bar qui est à l'origine de cette initiative. Beaucoup de gens disent oui, les crypto-monnaies sont censées être bâties en opposition au système traditionnel. Il n'est pas normal que quand le système traditionnel va mal, les crypto-monnaies se portent mal elles aussi. C'est pas tout à fait le cas. Regardez le début de la crise Covid. Bitcoin a plongé à 3000 $ avant de s'envoler et connaître le top que l'on a connu à 67 000. Pourquoi? Eh bien parce que le marché de la crypto-monnaie est tout petit. Même si c'est vrai, il a été construit et certaines de ses idéologies sont en opposition avec le système traditionnel, la réalité c'est que ça reste encore très volatile, notamment la plus grosse des crypto-monnaies, le Bitcoin, et donc très risqué pour beaucoup d'investisseurs. Naturellement, quand un investisseur a besoin d'argent, de liquidité, ne serait-ce que pour maintenir ses positions en bourse par exemple, ou pour acheter des métaux précieux, eh bien les premières lignes qui vont être liquidées dans le portefeuille sont les lignes les plus risquées, les plus volatiles et très souvent des crypto-monnaies. Ensuite, les crypto-monnaies n'ont pas vraiment fait la promesse d'être une réserve de valeur. En tout cas, c'était pas la mission de base de Bitcoin quand on en lit son white paper, même si beaucoup de gens s'intéressent à cet actif pour ses caractéristiques. Quoi qu'il en soit, quand il y a des grosses variations et qu'on a besoin de liquidité tout de suite, ça affecte le marché des crypto-monnaies. Voilà pourquoi on a autant de corrélations entre le Bitcoin et le Nasdaq sur les derniers mois. Mais revenons un petit peu sur la situation globale qui crée de la panique, de l'incertitude et crée un certain flou qui pousse les investisseurs à se repositionner, à rentrer, sortir, acheter et vendre un peu dans tous les sens pour essayer de trouver un équilibre et conserver un maximum de valeur dans leur portefeuille. Vous le savez, le Covid-19 a mis le monde entier en difficulté et la plupart des banques centrales ont créé de la nouvelle monnaie. Le but était d'injecter de la liquidité et de permettre à l'économie d'avoir un boost, de subsister. Certains pays ont même été jusqu'à donner de la liquidité. Ça a été le cas par exemple des États-Unis d'Amérique qui ont donné jusqu'à 1200 $ par citoyen, juste pour pousser à la consommation et booster justement l'activité économique. Ce qui a eu un super bon effet court terme. Mais à quel prix? Alors, je ne voudrais pas dire que créer de la monnaie est le lien direct qui fait qu'il y a de l'inflation, mais on sait que c'est l'une des grosses composantes. On a eu plus de 6% d'inflation sur l'Europe, presque 9 points d'inflation aux États-Unis, et c'est totalement aberrant. Imaginez si l'inflation reste à 9% pendant 12 mois par exemple, ça veut donc dire qu'un dollar américain, au début de l'année, aura la même valeur qu'approximativement 91 cents à la fin de l'année. Quand on connaît les taux d'intérêt qu'on peut avoir quand on place de l'argent sans risque à la banque, ça inquiète et on sent que son argent fond au soleil. Mais parlons finalement de tout ceci. Alors, Goldman Sachs est en fait en train d'assembler, ou plutôt de réunir 2 milliards de dollars afin de pouvoir acheter des actifs de Celsius Network avec une énorme remise évidemment. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de positif ou pas? Eh ben, je dirais que c'est probablement pas top. Je pense que Goldman Sachs, on a, disons, un petit peu deux manières de voir cette situation. Soit, ils essayent simplement de saisir cette bonne opportunité en achetant avec un gros discount et un jour ils comptent simplement tout dumper sur le marché en se faisant du profit, ou alors la situation est un peu plus complexe parce que, comme on le sait, certaines entités, certains riches acteurs du milieu sont peut-être responsables de l'entièreté de cet effondrement récent des cryptos, ce qui voudrait dire qu'ils ont en gros vu une vulnérabilité au départ dans le fonctionnement de Luna. Pour commencer, ils ont donc décidé de crasher le protocole, ce qui, comme on le sait, a fini par affecter Celsius, ce qui a ensuite affecté Three Arrows Capital. Du coup, ce que je veux dire avec ça, c'est que s'ils souhaitaient acheter des cryptos, c'est plutôt intelligent en fait de leur part d'attaquer les acteurs du milieu. Ils ont vu cette opportunité, et avec du recul, on peut se dire que Luna était en fait une cible de choix vu comment le projet devenait énorme et impactant pour les cryptos. Donc oui, ils ont peut-être fait s'effondrer le projet, faisant par conséquent chuter les marchés afin d'acheter avec un discount. Ou alors, peut-être qu'effectivement, ils n'avaient rien à voir avec tout ça et qu'ils viennent juste de repérer cette opportunité d'entrer dans les cryptos tant qu'elles ne sont vraiment pas chères. Voilà encore quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il s'agit encore de beaucoup de spéculation, bien sûr, mais voilà, encore une fois,
voilà une période qu'on n'est pas prêt d'oublier. On a des rebondissements un peu partout. À la 100e place aujourd'hui, moins 7%. Donc quand l'ensemble des crypto-monnaies sont en hausse, Harmony est en baisse, bien sûr, à cause de ce piratage qui vient d'avoir lieu. C'est assez énorme ce qui vient d'avoir se passer. On parle de 100 millions de dollars qui ont été volés. C'est assez fou. C'est rare les piratages de cet ordre de grandeur. Et c'est encore une fois un bridge, un pont qui s'est fait pirater. Donc Harmony, cette blockchain qui existe à part en fait, donc c'est pas une solution niveau 2 sur le réseau Ethereum, c'est vraiment une blockchain à part comme pourrait l'être Avalanche, etc. Elle a un pont en fait pour pouvoir transférer des Ethers depuis le réseau Ethereum vers Harmony et pareil transférer des Ethers sur Harmony depuis sur le réseau Ethereum. Donc c'est ce pont qui s'est fait pirater. Et pourquoi ce pont s'est fait pirater, ce pont s'est fait pirater? On a Rect qui nous explique tout ça. En fait, ce pont, ce bridge, il était sécurisé par un multisig. Donc un multisig, c'est un wallet pour lequel il y avait 5 signataires sur ce wallet. Et pour pouvoir bouger les fonds de ce multisig, il fallait en fait uniquement 2 adresses qui signent les choses. Donc concrètement, déjà là, c'est une problématique. Parce que avoir un multisig qui, avec une possibilité d'avoir 5 signataires et ne nécessiter que 2 personnes qui signent, c'est déjà un problématique de sécurité parce que ça fait en fait que le hacker n'a plus que... Il lui faut juste 2 wallets pour pouvoir signer et pour pouvoir transférer tous les fonds. Et c'est a priori c'est ce qui s'est passé. Et en parlant de personnalité, on a aujourd'hui CZ, le CEO de Binance, qui s'est prononcé sur le sentiment de marché que l'on connaît actuellement. En effet, dans une interview à The Guardian, il a déclaré que cela pourrait prendre pas mal de temps avant que le Bitcoin ne se remette de la chute aux 20 000 $, mais il a remis les choses en perspective en rappelant que beaucoup de crypto-enthousiastes ne se rendent plus compte à quel point le marché a évolué depuis le 2018, car il a estimé que si on avait dit aux investisseurs de 2018 que le BTC serait dans la zone des 20 000 $ en 2022, ils auraient été très contents étant donné que le BTC avait crashé sous les 4 000 $. Et suite à ces propos, il a également suggéré que Bitcoin ne pourrait pas revoir de nouveau plus haut avant 2 ans. Et il a également rappelé que les fluctuations sur un marché en croissance sont parfaitement normales, et il en a profité pour rappeler que certains acteurs ont dépensé trop d'argent durant le bull market et sont désormais contraints de faire des économies, alors que chez Binance, ils continuent à embaucher de nouvelles personnes. La première chose, ça peut vous paraître tout bête, mais certains se sont fait avoir. Faites attention aux liens dans lesquels vous allez. Par exemple, si vous tapez MetaMask sur Google, eh bien, il se peut que la première annonce qui est faite est une annonce frauduleuse et vous allez arriver sur un faux site et vous allez vous faire avoir. Donc, pour ça, il y a plusieurs solutions. Par exemple, vous pouvez aller sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, vous pouvez directement aller, par exemple, dans la catégorie Exchange, j'ai Binance et voilà, j'ai le vrai lien. Je suis sûr d'arriver sur le site officiel de Binance et vous pouvez tout simplement cliquer dessus et après vous pouvez, petit conseil, le mettre en favori. Et comme ça, il faut faire ça pour les différents protocoles ou quoi. Assurez-vous que vous êtes sur le bon lien et mettez le lien en favori si c'est le bon. Voilà, beaucoup de personnes se sont fait avoir et il faut être prudent là-dessus. Autre point important, attention au phishing, que ce soit par mail ou autre. Ne tombez pas dans le panneau si vous recevez par exemple, encore une fois, un mail de MetaMask. Faites attention, ne donnez jamais votre passphrase ou vos clés privées à quelqu'un par mail ou autre. Ne faites jamais ça et faut être vraiment prudent. Donc voilà, si vraiment vous avez un doute ou quoi, eh bien sur un exchange ou quoi, vous écrivez au support sur le lien officiel et voilà, si vraiment vous avez un doute. Mais de toute façon, ne donnez jamais votre passphrase ou vos clés privées ou vos mots de passe dans un mail. Jamais faire ça. Pareil, il peut y avoir des arnaques au phishing sur les Discord. C'est un peu à la mode en ce moment sur les NFT. Il se peut que le Discord d'une page se fait hack ou tout simplement que vous arriviez sur une mauvaise page Discord. Donc, soyez vraiment prudents. Vérifiez les liens qui sont officiels. Vérifiez sur le Twitter officiel si il parle de cette action ou de cette vente, etc. Et il faut être prudent, toujours vérifier à 2-3 fois, quitte à louper un truc, il faut mieux être prudent que perdre votre argent.
Ensuite, petite news, pareil sur Metaverse, le retour d'expérience des volontaires qui avaient bien voulu travailler dans le Metaverse. Donc pour rappel, c'est quoi? En fait, en gros, ils avaient un Oculus et ils bossaient sur un rythme de travail genre 35 heures dans la semaine, quoi. Et en fait, il y a un bon paquet qui a été malade, d'autres qui ont vomi, d'autres... Enfin, voilà. Donc pas mal de soucis par rapport à ça, donc je vous invite à lire l'article, c'est assez marrant. Mais bon, il y a encore des progrès à faire pour bosser dans le Metaverse, hein. Alors qu'est-ce que c'est MFL? Comme dit en introduction, c'est un savant mix entre ce que vous connaissez déjà, type Sorare, Football Manager, FIFA. C'est vraiment un jeu qui a pour objectif de recréer un jeu de foot et tout l'écosystème qu'il y a autour dans le web 3.0. Donc ça c'est pour la présentation générale. Si on rentre un petit peu dans le détail, en quoi ça consiste, c'est tout simplement vous allez devoir gérer, manager vraiment votre club de foot. Donc il y aura la partie évidemment match, mais il y aura également toute la partie tactique, création, développement qui rentrera en compte. Et du coup, pour avoir un club de foot, vous l'imaginez, la base c'est quand même d'avoir des joueurs de foot. Donc là, c'est la base du projet, c'est vraiment que vous allez devoir collecter et négocier auprès d'autres managers des joueurs de foot. Ici, évidemment, ça se représente sous la forme de NFT. Donc chaque NFT est dessiné à la main et sera évidemment unique avec des stats qui lui sont propres. Sinon, grosse news, j'en ai pas encore parlé, en plus c'est tombé le 22 juin, j'aurais dû en parler hier. Le Launchpad sur Maillard, du coup, c'est Cantina Royale. Donc Cantina Royale, les gars, beaucoup de hype, vraiment. Moi, je suis whitelisté dessus, je vais me positionner dessus, je pense que ce sera vraiment un gros truc. Allez checker ça, les gars, ce sera sur la blockchain Elrond. Et du coup, voilà, Launchpad Maillard sur Cantina Royale. Vraiment, on se rend pas compte, mais c'est une grosse news. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.